Alors nos amis des FCC, nos amis des Cash, aussi longtemps que, évidemment, ils voient les intérêts personnels ou les intérêts de groupe ou les intérêts de choses qui nous ont d'ailleurs amenés à cette médiocrité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est à cause de ces petits conflits de choses, et puis des intérêts personnels, des intérêts de groupe, etc., de telle manière que ça nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun Congolais qui peut sortir et vous dire que je suis fier de mon pays dans tel ou tel ou tel domaine. Les problèmes congolais sont des problèmes congolais. Ce sont des Congolais qui doivent d'abord s'investir à résoudre leurs problèmes. Vous n'apprenez pas actuellement qu'il y a le président Trump qui a des problèmes très sérieux à la Maison-Blanche. Vous révélez, disons, la quantité des alcools qu'on vend dans la ville de Kinshasa parce que la ville est devenue la plus grande consommatrice des alcools. On parle d'Agene, on parle de Zododo, on parle de Supuyatolo, on parle de je ne sais pas quoi encore. Et qui sont les grands consommateurs? Ce sont des jeunes. Et il y a même des enfants qui consomment ça. Donc, ce qui veut dire tout simplement que au lieu de voir seulement les élections de 2023, pourquoi ne pas s'attaquer à ce problème de donner du travail à ces enfants, de leur donner un enseignement correct, de payer les salaires de leurs pères, d'avoir une armée bien organisée et une police qui peut encadrer les gens? Parce que les conteneurs dont je parle là-bas, les policiers passent par là-bas tous les jours. Qu'il y ait cette fameuse coalition qui est tout simplement un mariage de raison, je dirais, parce que ce n'est pas un mariage d'amour. S'il faut parler en Parce que dans un mariage d'amour, on voit les choses de la même manière, on voit les choses dans la même direction, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes, ainsi de suite. Mais ici, dans le cas d'espèce, c'est tout simplement quelque chose, une mosaïque qu'on a reconstituée, parce qu'il fallait quand même que le bateau puisse naviguer. Eh bien, on est là. Est-ce qu'il fallait être vraiment docteur en quelque chose sorti d'Oxford pour comprendre qu'un jour ou l'autre, on allait avoir les problèmes qu'on connaît aujourd'hui? Tout justement. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, kokate linga lingala. Bandeko, Misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mitwete santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuma ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuma akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuma ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuma akosokipe na mabe Gordila. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na Misuma, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants.
Merci bien, fidèles téléspectateurs, amis internautes, vous qui nous suivez de partout. Vous êtes bien entendu sur Canal Futur Télévision, mais aussi sur votre site www.congofrance.com. Nous allons aujourd'hui parler encore de ces massacres à Béni, énième massacre à Béni. Et la grande question à se poser, c'est de savoir quelle stratégie doit mettre en place Kinshasa pour véritablement pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de cette question, parce que nous devons construire un barrage, le barrage d'Inga 3, avec une capacité de 11 000 MW sur le fleuve Congo, le Japon a manifesté son intention d'investir sur ces projets pour véritablement lutter, en fait, ou encore résorber cette question des coupures intempestives d'électricité. Et qu'en est-il du port en eau profonde des Bananas? Nous recevons aujourd'hui pour vous M. Alexis Moutanda, un député honoraire à qui nous disons bonjour une fois de plus. Bonjour, mon cher ami. Nous avons répondu par rapport à la dernière question. Massacre à Béni. À votre avis, qu'est-ce qui se passe réellement à Béni? Malgré l'engagement, malgré les opérations d'offensive lancées par les forces armées de la RDC, qu'est-ce qui se passe réellement à Béni? Eh bien, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question parce que je ne suis pas impliqué dans la lutte contre ces forces négatives à l'est du pays. Mais nous constatons tout simplement le fait que ces forces, c'est Béni, c'est Butembo, et c'est toujours dans la même région. Et ces massacres n'ont pas commencé ni aujourd'hui ni hier. Ça fait des années que ces villages où ces populations se font massacrer de manière permanente. Et on parle des ADF, mais ce sont des forces, d'après certaines informations, des rebelles ougandais ou des rebelles qui viennent de pays voisins. Alors, ces pays voisins, parce que ce sont des forces rebelles de ces pays-là. Pourquoi est-ce que ces massacres, au lieu de les organiser à l'intérieur de leur pays, pour que leur gouvernement puisse tenir compte de leur... Mais ils viennent massacrer des populations congolaises. Qu'est-ce que nous, on a à faire avec ces rébellions? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des dessous des cartes? Et lorsque ces gens arrivent, disons, notre armée nationale, est-ce qu'elle est équipée pour ça? Est-ce que réellement il y a la volonté de mettre fin à cela? Et alors, où se trouvent, disons, les efforts diplomatiques? Parce que ces forces viennent apparemment des pays voisins. Alors, est-ce qu'il y a eu des efforts diplomatiques ou même, si vous voulez, demander des aides de puissance extérieure pour qu'ils fassent pression sur, disons, les territoires d'où viennent ces forces-là? Et quel est l'objectif de ces forces? Pourquoi ils massacrent? Qu'est-ce qu'ils demandent en fait? Est-ce qu'ils ont déjà posé des revendications? Ils viennent, ils massacrent les gens, c'est pour obtenir quoi? Est-ce qu'ils ont déjà posé, ces forces ont déjà posé, disons, des revendications pour dire nous cherchons ceci ou cela? Mais nous apprenons seulement que quand ils arrivent, c'est pour massacrer les gens et puis disparaître. Parce que vous parlez des forces diplomatiques, Alexis Moutanda, dites-nous un peu, l'administration américaine, lors de la rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré l'année 2019 l'année de la RDC. À votre avis, ne voyez-vous pas que l'Occident joue aussi aux apprentis sorciers? Parce qu'il faut le dire, les administrations se succèdent, mais la situation à l'Est ne fait que s'envenimer. Oui, mais moi, à mon avis, vous posez mal le problème parce que les problèmes congolais sont des problèmes congolais. Ce sont des Congolais qui doivent d'abord s'investir à résoudre leurs problèmes. Et c'est lorsque vous avez fait des efforts de solutions à ces problèmes que vous pouvez maintenant éventuellement demander l'aide de l'extérieur. Mais vous semblez dire que c'est les États-Unis. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours parlé des problèmes, de nos problèmes en associant les Américains, les Belges, les Français, les ceci, cela, parce qu'ils sont nos partenaires traditionnels, Alexis Moutanda. Oui, mais les partenaires ne veulent pas dire qu'ils doivent remplacer l'effort que nous devons nous-mêmes entreprendre pour résoudre nos problèmes. Parce que les Américains dont vous parlez là-bas, est-ce que vous n'apprenez pas actuellement qu'il y a le président Trump qui a des problèmes très sérieux à la Maison-Blanche? Il est mis en ballottage là-bas par son propre Congrès. Ce sont des problèmes très sérieux qui le préoccupent.
Vous savez également que ces gens, ils ont également d'autres problèmes, non seulement des problèmes nationaux, mais des problèmes internationaux. Et lorsqu'ils viennent pour nous aider, bien sûr, c'est une aide. Mais vous ne pouvez pas croire que ces gens vont s'investir et pour que nous puissions annihiler, si vous voulez, nos efforts à nous, les Congolais, pour résoudre d'abord nos problèmes. Qu'est-ce que nous faisons réellement pour résoudre ces problèmes? Notre armée nationale, ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. Pourquoi cette armée est toujours incapable, même, disons, de résoudre un problème de rébellion dans un territoire? Parce que Béni, c'est un territoire. Pourquoi est-ce que depuis des années, on est incapable de résoudre, alors qu'on a une armée de plus de quoi? Plus de 60 000 personnes. À part ce que vous préconisez, c'est-à-dire que la résolution de cette problématique au niveau interne, est-ce que associer aussi le pays aux environs de l'RDC ne serait pas peut-être une bonne méthode pour véritablement pacifier l'Est? Parce qu'il faut le dire, on pointe du doigt le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui seraient derrière ces groupes rebelles. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Donc, s'il y a des soupçons que ces voisins sont impliqués d'une manière ou d'une autre alors, vous allez, disons, impliquer des personnes sur lesquelles vous doutez même de leur sincérité, tout cela pour résoudre un problème. Parce qu'ici, il s'agit quand même, disons, de la vie des gens. Combien de personnes sont massacrées systématiquement? Est-ce que vous savez que seulement pour le mois de novembre, il y a eu plus de 14 incursions. Et on parle de plus de 100 morts. Mais est-ce que ceux qui meurent là, c'est qui? Ce sont quand même des Congolais. Et ce sont des familles entières. Alors nous n'allons quand même pas prendre ce problème, au lieu de prendre ce problème en conscience avec une certaine détermination, parce que les Congolais doivent d'abord, disons, résoudre ce problème. Mais on voit toujours d'abord les autres. Mais les autres, puisqu'on soupçonne qu'il peut y avoir des complicités. Alors, vous soupçonnez des voisins d'être complices et vous allez encore vous adresser à eux pour qu'ils viennent vous aider. Alors ça, c'est quelle manière de résoudre le problème? N'est-ce pas une manière de saboter les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de toutes ces sorties, ne cesse d'appeler les investisseurs pour venir investir en RDC et puis créer des emplois? Mais nous savons tous que sans la paix, il n'y a pas de développement. Non, mais mon cher ami, ce problème de Béni Boutembo, etc., ça ne date pas de cette année-ci. Tshilombo a prêté serment au mois de janvier, justement. Mais toutes les années passées, toutes les années que Kabila était au pouvoir, mais ces massacres étaient là systématiquement. Parce que le chef de l'État dit qu'il serait prêt à payer de sa vie pour... c'est pour vous dire tout simplement, comment le jugez-vous? S'il est arrivé à cette conclusion, c'est parce qu'il a vu quand même, disons, la gravité de la situation, et il a vu que si on ne s'investit pas à résoudre ce problème-là, eh bien ça va continuer. Et je vous dis que derrière tout cela, il y a toujours, disons, comme une épée de Damoclès, n'est-ce pas, qui est suspendu sur nos têtes, c'est cette histoire de balkanisation. On parle de problèmes de balkanisation depuis combien d'années? Et la balkanisation veut dire quoi? La balkanisation veut dire tout simplement que, et c'est toujours sur cette frontière, disons, avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et tout cela que ces choses se passent. Il y a d'abord des viols des femmes, qui est un phénomène incroyable depuis, disons, les derniers 30 ans. Et puis ensuite, il y a ces tueries systématiques. Et tout cela, c'est toujours autour de la même région. Alors, vous devez comprendre qu'il y a certainement une main noire là derrière. Mais on a fait la politique parce qu'on avait une certaine idée de notre pays. On avait une certaine vision de ce pays. Et quelle était cette vision? Je crois que c'est très simple de vous expliquer que nous avons un pays qui est immensément riche. Et nous devons remercier évidemment le bon Dieu pour nous avoir donné toutes ces ressources. Les ressources climatiques, les ressources de minéraux. Nous avons, sur le plan de l'environnement, des forêts qui couvrent 3/4 de notre pays. Nous avons des rivières pratiquement partout.
Et au courant de toute l'année, nous avons, disons, la pluie que certains pays espèrent voir. Et nous avons chose en abondance. Donc ce pays peut se placer, disons, au rang des premières puissances du monde. Nous avons une population fantastique, plus de 100 millions de personnes, de Congolais. Lorsque vous regardez notre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez une diversité de langues, une diversité d'ethnies, une diversité. Donc c'est encore une richesse humaine incommensurable. Mais nous sommes indépendants depuis 1960, ça fait bientôt 60 ans que nous pataugeons dans la misère, que nous pataugeons dans la médiocrité, que nous pataugeons dans l'indigence. Et nous sommes aujourd'hui comme un peuple qui, assis sur une grande richesse, mais est devenu mendiant. Ce n'est pas normal. Et notre vision pendant toutes ces années de lutte, c'était pour qu'un jour on puisse arriver à établir un état de droit en République démocratique du Congo. Parce qu'avec un état de droit, tout Congolais peut se retrouver. Que vous soyez petit ou grand, que vous soyez intellectuel ou pas, que vous soyez musicien ou danseur ou sportif, que vous soyez médecin ou ingénieur, que vous soyez maman maraîchère ou maman vendeuse de bananes, mais il faudrait que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez soldat ou policier, mais tout le monde peut se retrouver dans un pays où il y a un état de droit. Et pour arriver évidemment à un état de droit, il faut commencer par démocratiser les structures du pays. Et pour arriver à démocratiser les structures du pays, il faut passer par des élections libres et transparentes. Et voilà la lutte que nous avons menée pendant des années. C'est une vision, c'est une certaine idée qu'on se fait de notre pays. Et comme aujourd'hui tout le monde parle de la mondialisation, lorsqu'on parle de la mondialisation, c'est-à-dire que le monde entier devient comme un grand village. Et dans ce grand village, quelle sera la place de notre pays aujourd'hui, demain et dans les années à venir? Nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui viendront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils vont vivre dans quel pays? Voilà les questions que nous devons nous poser. Raison pour laquelle on s'était engagé dans la politique. Et ce n'est pas parce qu'on est député ou sénateur ou président de la République ou, je ne sais pas, gouverneur de province que cette vision, disons, change. La vision reste intacte. Et voilà cette idée que j'appelle... Parce que pourquoi je parle d'une certaine idée de la RDC, c'est parce que j'ai toujours en tête le livre que le Charles de Gaulle, le général, avait écrit, les mémoires de guerre, et il avait commencé ce livre donc par la phrase suivante: ce que je vais décrire, c'est une certaine idée de la France. Et je crois que tout Congolais que nous sommes, chacun peut se faire une certaine idée de ce pays, et ce que je viens de vous décrire, c'est ma manière de voir. Donc, quel est l'avenir politique, ceci, cela et tout ça. Mais cette vision, ça devait être un dénominateur commun pour tous les Congolais. Eh bien, que faire pour éviter le pire, mon cher ami? Les gens qui composent les FCC, je crois que ce sont quand même des Congolais à 100%. Qu'ils soient du Katanga ou du Kivu, qu'ils soient du Kasaï ou de l'Est ou de l'Ouest, ce sont des Congolais. Et puis ceux qui sont dans le cash, que vous appelez le cash, c'est aussi des Congolais. Et lorsque les Congolais se trouvent autour de la même table et qu'ils parlent des problèmes de leur pays et qu'ils parlent de l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants, lorsqu'ils sont autour de la même table pour chercher à savoir où le Congolais doit se placer dans le concert des nations, mais ils doivent avoir un dénominateur commun, l'amour de ce pays, l'amour de ce peuple et tout cela.
Et lorsque les animateurs principaux n'ont pas ce souci de l'amour du pays ou de l'amour de leur peuple, etc., alors en ce moment-là, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse leur apprendre? Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas trouver une autre solution en dehors, disons, de ces dénominateurs communs. Et ce dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo qui doit vivre et qui doit survivre. Alors nos amis de FCC, nos amis de Cash, aussi longtemps que, évidemment, ils voient les intérêts personnels ou les intérêts de groupe ou les intérêts de choses qui nous ont d'ailleurs amenés à cette médiocrité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est à cause de ces petits conflits de choses, et puis des intérêts personnels, des intérêts de groupe, etc., de telle manière que ça nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun Congolais qui peut sortir et vous dire que je suis fier de mon pays dans tel ou tel ou tel domaine. Si vous prenez la politique, vous prenez l'économie, vous prenez les finances, vous prenez le sport, quel est le Congolais qui peut sortir et dire oui, je suis vraiment fier de mon pays dans tel ou tel domaine? Oui, honorable. C'est ça tous les drames. Oui, tout justement par rapport à cette coalition, force est de constater qu'au niveau des deux leaders, c'est-à-dire que les leaders de la plateforme FCC, Joseph Kabila, et celui du Cash, Félix Antoine Tshisekedi, il règne une certaine harmonie. Mais au niveau des acolytes, il y a certaines mésententes. À votre avis, qu'est-ce qui choque? Oui, mais vous savez, vous parlez bien de la coalition, mais vous savez, quand vous posez des questions, il faut remonter un peu aux origines de cette coalition. D'où vient cette coalition? C'est une coalition qui est née après les élections de 2018. Avec la CENI que vous connaissez, parce qu'avant même d'arriver aux élections, vous vous rappelez pendant combien de temps on a discuté autour de cette commission qui s'appelle la CENI. Et vous vous rappelez également combien de discussions on a eu autour de tout le matériel, n'est-ce pas, qui était prévu pour ces élections. Mais on est arrivé aux élections, tant bien que mal, et puis les résultats étaient là. Et qu'est-ce que les résultats ont donné? Eh bien, les résultats ont donné la majorité au Sénat à FCC, la majorité à l'Assemblée nationale à FCC, la majorité à FCC dans les provinces, etc. Et tout ça, c'était évidemment à prévoir. Il y a eu quelqu'un de l'opposition qui est arrivé à la présidence de la République. C'est une force, bien sûr, qui se constitue, mais cette force, qui est la présidence de la République, se retrouve évidemment dans cet ensemble, n'est-ce pas, hétérogène, où vous avez le Sénat, l'Assemblée nationale, les provinces, etc., distribuées de la manière que vous connaissez. Donc il fallait trouver un modus vivendi qui est cette fameuse coalition, qui est tout simplement un mariage de raison, je dirais, parce que ce n'est pas un mariage d'amour. S'il faut parler en Parce que dans un mariage d'amour, on voit les choses de la même manière, on voit les choses dans la même direction, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes, ainsi de suite. Mais ici, dans le cas d'espèce, c'est tout simplement quelque chose, une mosaïque qu'on a reconstituée, parce qu'il fallait quand même que le bateau puisse naviguer. Eh bien, on est là. Est-ce qu'il fallait être vraiment docteur en quelque chose sorti d'Oxford pour comprendre qu'un jour ou l'autre, on allait avoir les problèmes qu'on connaît aujourd'hui? Tout justement à l'époque. On ne pouvait pas s'attendre à une harmonie parfaite, parce que cette harmonie, dès le départ, n'existait pas. Objectivement, s'il faut parler des forces et des faiblesses, 10 mois après, est-ce que cette coalition a ses forces et quelles sont les faiblesses de cette coalition? Bon, vous savez que dans cette coalition, il y a tellement... c'est une coalition d'abord qui est nébuleuse. Elle est tellement nébuleuse parce qu'on ne sait pas comment elle s'est constituée, on ne sait pas quels sont les accords qui ont été passés entre les forces. Il n'y a que les planificateurs de cette coalition.
il n'y a que ceux qui ont organisé ça qui savent où ils veulent nous amener. Mais vous et moi, évidemment, vous les journalistes, vous avez des bras longs, vous pouvez vous retrouver, etc. Mais pour le commun des mortels, il y a eu certainement des accords, il y a eu tellement des choses, comment je dirais, des compromis quelque part, qu'en fait, il n'y a que ceux qui ont planifié, qui ont organisé les résultats de tout ce que nous venons de dire, qui peuvent vous dire exactement où nous sommes, où nous allons et où nous allons aboutir. Alors à ce stade, l'UDPS et les cash, comme vous venez vous-même de le souligner, le résultat des élections, sous-représentés à travers plusieurs institutions provinciales que nationales du pays. Alors, pendant que vos partenaires de l'autre côté s'organisent déjà pour les prochaines échéances, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de votre parti l'UDPS, le parti présidentiel, pour renverser la tendance dans le futur, pour que si jamais le président est réélu et qu'il ait vraiment une majorité parlementaire ou qu'il ait des élus et qui sont de sa vision de son parti pour bien faire marcher les choses. Mais vous savez, vous parlez de l'UDPS. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'UDPS aujourd'hui? C'est un parti qui a été créé en 1982, un parti qui n'a jamais géré le pays, un parti qui n'a jamais eu de gros moyens pour, disons, pour mener ses actions. C'est un parti qui a fonctionné pratiquement avec un certain idéal, avec la force, n'est-ce pas, de ses membres, de ses combattants, et qui avait compris que, disons, ce parti était porteur d'espoir. Alors, pendant des années, on a fait des manifestations, etc., et de telle manière qu'à un moment donné, l'UDPS était devenu, malgré, disons, le manque de moyens, était devenu le parti le plus important du pays. Il était implanté systématiquement dans toutes les provinces, dans tous les districts, dans tous les territoires et même pratiquement dans tous les villages à travers le pays. C'était également un parti bien implanté même dans la diaspora congolaise à l'étranger. De telle manière, vous avez vu quand le président Tshisekedi se déplaçait à l'intérieur ou à l'extérieur, et surtout quand il revenait d'un voyage à Kinshasa, disons quelle ambiance, n'est-ce pas, autour de sa personne. C'est pour vous dire que c'est un parti qui avait pratiquement, disons, qui signifiait le changement, qui signifiait le progrès, qui signifiait, disons, l'intérêt de la population. Donc la force de l'UDPS a toujours résidé dans sa base, dans ses membres, dans ses combattants qui avaient compris, disons, qui avaient compris réellement la situation qu'ils vivaient, qui se cramponnaient, si vous voulez, à améliorer les conditions de vie. Et aujourd'hui, si on veut, disons, que ce parti puisse être, disons, ce qu'il a toujours été, eh ben, il faut revenir évidemment à la base du parti. Il faut revenir évidemment à la vérité, il faut revenir à la démocratie, il faut revenir de telle manière que la direction du parti doit être cohérente, doit être conséquente, doit avoir, disons, un idéal. Et il faut poser des actes qui sont conformes, disons, aux principes que l'on défend. En d'autres mots, il ne faut pas faire des trucs pour faire la démagogie, parce que le peuple n'est pas toujours idiot. Hein. Le peuple finit toujours par se rendre compte à quel moment il y a à quel moment, si vous voulez, il y a la vérité, à quel moment il y a le jeu, à quel moment... les gens ne sont pas toujours... bien qu'on a essayé, qu'on essaye aujourd'hui de chosifier ce peuple, mais en réalité, les gens finissent toujours par savoir où il y a la démagogie, où il y a vraiment le sérieux et tout ça.
Bien, avant de finir, le FCC qui est en retraite, comme vous le savez, sa retraite se termine aujourd'hui. Une certaine opinion pense que l'UDPS et ses alliés sont encore dans une ligne de miel d'avoir gagné les élections. Apparemment, ils étaient en train de fêter encore. Comment faire pour donner au chef de l'État une plateforme qui soit quand même à même de peser dans la balance de rapport de force par rapport à son partenaire le FCC, qui rêve déjà à reconquérir cette présidence de la République d'ici à 2023. Qu'il faut faire pour que le président de la République soit fortement soutenu et avec conséquence avoir un rapport de force conséquent politiquement? Bon, mon cher ami, lorsque vous parlez de ceux qui fêtent, ceux qui sont en train de fêter, etc., mais en réalité, qui a fêté plus que qui? On a dit tout à l'heure ici qu'au Sénat, la majorité de FCC. À l'Assemblée nationale, la majorité de FCC. Dans les provinces, la majorité de FCC. Alors, qui a fêté plus que qui? Quand vous avez plus de sénateurs, plus de parlementaires, plus de gouverneurs de province, qui peut fêter beaucoup plus que... ce n'est pas parce qu'on a la présidence. Ben, la présidence, c'est un organe. Mais il y a beaucoup d'autres organes au pays et qui font également les choses. Alors, si vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je crois quand même que, en réalité, que ce soit FCC ou CASH, tout le monde se réfère au peuple. Parce qu'en fin de compte, c'est le peuple qui est le souverain primaire. Alors, je crois qu'à mon avis, au lieu de voir toujours les élections de 2023, mais pourquoi ne pas se concentrer aujourd'hui sur les besoins de ce peuple? Parce que ce peuple a besoin d'éduquer ses enfants. Ce peuple a besoin de manger. Ce peuple a besoin de trouver du travail. Ce peuple a besoin des jeunes gens et des jeunes gens qui se préparent à prendre la relève demain. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous? Mais une jeunesse qui est complètement abandonnée à elle-même. Si je vous donne un exemple, allez tout simplement sur, les poids lourds là-bas, du côté des poids lourds, mais vous trouverez des conteneurs dans lesquels on vend toutes sortes d'alcool. Et je ne vais pas vous révéler, disons, la quantité des alcools qu'on vend dans la ville de Kinshasa, parce que la ville est devenue la plus grande consommatrice des alcools. On parle d'Agene, on parle de Zododo, on parle de Supuyatolo, on parle de je ne sais pas quoi encore. Et qui sont les grands consommateurs? Ce sont des jeunes. Et il y a même des enfants qui consomment ça. Donc, ce qui veut dire tout simplement que, au lieu de voir seulement les élections de 2023, pourquoi ne pas s'attaquer à ce problème de donner du travail à ces enfants, de leur donner un enseignement correct, de payer les salaires de leurs pères, d'avoir une armée bien organisée et une police qui peut encadrer les gens? Parce que les conteneurs dont je parle là-bas, les policiers passent par là-bas tous les jours. Ils voient ce qui se passe, mais eux-mêmes, évidemment, sont complices dans ce qui se passe. Alors vous pouvez comprendre qu'on a des problèmes très sérieux. Si vous entendez quelqu'un parler de 2023, c'est qu'il n'aime pas son pays. Parce qu'il ne faut pas voir seulement l'élection pour aller à la présidence, mais il faut d'abord se préoccuper aujourd'hui des problèmes de cette population. Donc ces messages-là n'est pas opportun pour l'instant. Pardon? Le message là n'est pas opportun. Lequel? Du FCC dans 2023 qui pense déjà aux élections. Oui, mais bien sûr, le parti politique, c'est un parti qui gouverne aujourd'hui, mais qui a aussi un œil sur l'avenir. Mais avoir un œil sur l'avenir, cela n'est pas une finalité en soi. Parce que la finalité de la politique, c'est d'abord servir son peuple. Et le peuple aujourd'hui est chosifié. Le peuple aujourd'hui est tout simplement dans l'abandon. Je ne sais pas si vous connaissez un secteur, la police est abandonnée à elle-même. Ils deviennent des mendiants ici dans la rue. Notre armée, nous avons une MONUSCO qui est chez nous depuis plus de 20 ans pour nous assister à faire quoi? À maintenir la paix. Et l'armée nationale se trouve où? Est-ce qu'on peut être fier de ça?
Nous avons, disons, une jeunesse, comme je l'ai dit ici, qui... et puis, il y a des mesures comme l'enseignement gratuit et tout ça. Tout le monde applaudit l'enseignement gratuit. Mais depuis 2 mois, où est-ce qu'on se trouve avec cet appui, cette histoire? La ville de Kinshasa, le gouverneur a décrété Bopeto, c'est très bien. Mais Bopeto, qui doit le faire? C'est le gouverneur de la ville, avec son gouvernement provincial, avec son assemblée nationale, qui doivent se concerter avec les bourgmestres, nous sortir un programme pour la ville de Kinshasa, de telle manière que nous puissions avoir des poubelles installées partout, des camions pour ramasser les immondices, et puis lutter contre ce que nous disons ici, les conteneurs qui vendent des boissons pour nos enfants, et puis mettre fin, donner du travail à ces colonnes-là qui sont devenues, disons, pratiquement un danger. Et alors, en ce moment-là, on a un programme qui ne ressemble pas à quelque chose de démagogique, parce que vous savez, dans le temps, on a connu Retroussons les manches, on a connu le salon Walingi Moussala, et puis tout ça, c'était dans le même sens que de cette histoire de Bopeto. Alors, on s'adresse à la population pour la propriété de la ville, alors que les autorités elles-mêmes n'ont pas mis en place, si vous voulez, des moyens pour le faire. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, en 2 minutes, on revient un peu à l'insécurité à l'Est. L'UDPS, qui est un parti de masse, implanté par-ci par-là, une certaine opinion pense qu'elle ne se mobilise pas trop pour, disons, se mobilise pas trop contre les ADEF. Pourquoi alors l'UDPS ne semble pas être mobilisé contre les ADEF qui ne cessent de massacrer à l'Est? Voilà, ça je crois quand même que c'est un faux problème, parce que vous attaquez le problème, on veut résoudre le problème par, disons, des moyens qui ne sont pas efficaces. L'UDPS va s'attaquer aux ADF. Mais les ADF, c'est qui? Parce qu'ils sont dans l'Est du pays depuis des années. Et ils massacrent les gens depuis des années. Et on vous dit que ces ADF, ce sont les rebelles venant de l'Ouganda, venant de, je ne sais pas, des pays voisins. Mais nous avons une diplomatie. Et pourquoi est-ce que cette diplomatie ne peut pas... Pourquoi ces ADF qui sont des rebelles ougandais ou des rebelles de je ne sais pas quoi, au lieu de faire ce qu'ils font chez nous, dans leur pays d'origine, mais ils viennent massacrer les Congolais. Qu'est-ce que les Congolais ont à faire avec la rébellion en Ouganda? Et ils le font de manière systématique. Et puis ceux qui doivent combattre contre toutes ces forces négatives, est-ce que réellement ce sont des personnes qui veulent mettre fin à ça? Parce qu'une armée nationale a quand même des moyens. Et puis elle est assistée par des forces internationales. Alors comment expliquer que... Alors même les phénomènes Ebola dans l'Est du pays, tout ça c'est des questions qui peuvent se poser. Pourquoi est-ce que c'est Ebola? Ce n'est que dans les territoires, n'est-ce pas, qui sont à la frontière avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, etc. De l'autre côté, on n'a jamais entendu parler, disons, de cette histoire d'Ebola. Et puis dernièrement, je crois que c'est hier ou avant-hier, on a même massacré des personnes qui sont là pour justement lutter contre, disons, Alors vous ne voyez pas que ce sont des montages, hein, des trucs. Donc il y a des personnes qui planifient et qui organisent ces opérations de telle manière à chosifier complètement. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un programme de balkanisation du pays. Lorsqu'on crée l'insécurité permanente à l'est du pays, on crée l'insécurité. C'est pour obliger les populations qui sont là à se décourager à quitter la région de manière que ces régions puissent être... Il ne faut pas être quand même docteur d'Oxford ou de Cambridge pour comprendre quand même ce genre de choses. Ça fait beaucoup trop longtemps que cette histoire dure. Et c'est toujours des opérations, on nous dit toutes sortes de mesures, mais en réalité, il n'y a aucune fin à ça. Donc,
les dirigeants de ce pays doivent la connaître, ils doivent la connaître. Merci beaucoup. Nous signalons que nous recevons pour vous Alexis Boutanda, député honoraire, avec qui bien entendu nous discutons sur les questions de la pacification véritable de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de Robert Tamoa Lisolo Moké par rapport à investissement, il y a japonais, mon amboka. Alexis Boutanda, vous allez expert bien entendu dans le domaine de l'hydroélectricité pour la construction et la barrage il y a Inga 3 dans le fleuve Congo, vous allez bien sûr la capacité il y a 11 000 MW. Est-ce que tout ça qui a Inga 1, Inga 2, ceux qui battent le Inga 3, problème est l'outil qui est aussi là. Toroti a collé la première l'outil qui n'a pas rendu correct quand on a air nyos. Oui, mais le problème est qu'il y a l'électricité, par exemple, là où on a vu il y a Kinshasa. Ça n'a rien à voir avec les barrages. Ça n'a rien à voir. Parce que le problème, il y a Kinshasa et Zali, il y a 20 ans, on avait une certaine population dans la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, la population a presque doublé. Bas construction, n'importe quel quartier, il y a de nouvelles constructions. Et ces constructions, ce n'est pas n'importe quelle construction. Ce sont des immeubles à étages, ce sont des immeubles à plusieurs étages. Lorsque vous parlez des nouvelles constructions, nouvelles consommateurs, les consommateurs, ils sont alimentés par quoi? Dans le quartier, il y a des cabines qui vous alimentent. Les cabines, il y a des courant, il y a des câbles souterrains, il y a des poste de transformation, le baliminga, etc. Alors, si on veut résoudre le problème de l'électricité à Kinshasa, pourquoi ne pas examiner d'abord côté Wana, il y a des câbles les à niveau NIN. Il y a 10 ans, quartier Boye, Zalaki Nabanda, ainsi de suite. Mais 10 ans après, étage écoute. Étage Wana, ce sont des gros consommateurs. Mais Bangope Bazali, toujours, disons, sur la même cabine. Mais cabine Wana, ce que c'est sali 30 ans. Mais il faut remplacer. À votre avis, la priorité, c'est quoi? Mais il faut d'abord examiner le circuit de distribution de courant dans la ville de Kinshasa. Parce que les câbles les à niveau nini, cabine. Est-ce que la cabine, ce n'est pas déjà des cabines saturées? Ce que la cabine est saturée, il faut l'agrandir ou bien il faut ajouter la cabine Mossus. La plupart des câbles ici ont plus de 30-40 ans. Mais ces câbles doivent être renouvelés. Parce que Inga 1, Inga 2, tel que je connais la situation, je ne sais pas si les deux centrales sont déjà saturées parce que je n'ai pas les statistiques. Mais si, et puis la ligne de transmission entre Inga et Kinshasa, c'est une ligne en 220 kV qui a été construite vers les années 1970. Entretien, il y a ligne wana et Zandenganini. Isolateur, il y a pylône et Zandenganini. Est-ce que la ligne est très bien entretenue, etc. Ça, c'est. Donc, il y a la ligne de transport en haute tension, il y a les lignes de distribution dans la ville, il y a la cabine de distribution, et puis il y a les barrages. Le barrage vient en dernier lieu. Inga 1, Inga 2, les machines qui sont là. Est-ce que la machine wana est bien? Parce que Inga 1 a été inauguré, si je ne m'abuse, en 1971-72. Inga 2, 1972-73. Donc ça fait combien d'années? Plus de 40 ans. Donc, à votre avis, la priorité serait d'abord commencer par remplacer ces matériels qui sont dans l'état vétuste, de Inga 1, Inga 2. Et puis, nous avons la société d'électricité, la SNEL. Est-ce que la société Nabisowana a moyen pour Asala Mosalanaye? Quand nous on travaillait à la SNEL, il y avait une direction d'exploitation. Direction d'exploitation, ils ont des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers.
Soko boyoki que pas neza quelque part directement na mutuka na babilo konyo soto bokei bo dépanner. Est-ce que société le loba pesa kaye ba moyen pour ça lango? Est-ce que la société a des moyens de ça Ce sera peut-être votre dernier mot par rapport à notre entretien. Dites-nous un peu. Donc, japonais, Inga 3, c'est une très bonne chose, c'est un gros investissement. Soko Baye, parce que Inga 3 peut ajouter de la capacité, non seulement pour le Bas-Congo, enfin le Congo central et la ville de Kinshasa, éventuellement Inga Chaba jusqu'à Kolwezi, mais ça peut aussi fournir de l'énergie à l'Afrique centrale. Parce que la capacité de cette centrale de 11 000 watts, comme vous le dites là, mais c'est une capacité énorme qui ne sera peut-être même pas nécessaire pour la ville de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire, ça peut déborder la chose, les besoins de la ville. La polémique continue à... Alors peut-être il faut que ça la baline me suspende à courant peut-être na Kikwit ou bien à Bandundu, etc. pour alimenter également les autres provinces. Mais tout ça c'est toujours des gros investissements. J'allais peut-être dire que la polémique continue à s'enflammer autour de la construction du port en eau profonde des Bananas et le ralliement du pont allant de Kinshasa, de Brazzaville à Kinshasa. À votre avis, ce sera peut-être votre dernier mot. Donnez-nous un peu votre avis. Quelle serait la priorité entre ces deux grands projets? Mais vous savez que lorsqu'on est patriote, lorsqu'on pense au bien-être et à l'avenir de son pays, on voit d'abord le bien-être de son pays. Lorsque vous faites de la route, le pont et tout ça avec Brazzaville et tout ça, c'est très bien. Mais ezakoloba ke ba importation na binonyons na ba exportation na ba importation il faut ibanda koleka sikoyo na nzela wana ti na Pointe Noire et pas na Bango. Donc Pointe Noire sera disons économiquement, si vous voulez, sollicité. Alors en ce moment-là Pointe Noire et pas na biso bien et pas na mboka mususu. Tandis que Banane se trouve en République démocratique du Congo. Soko Bosali Bao Yozako le Bawana pont ou plutôt le port en eau profonde. Mais combien de milliers de choses de travail vous allez de postes vous allez donner aux Congolais. Un emploi qui sera créé. Donc ça va créer le travail, ça va créer disons une ambiance. Et imaginez-vous qu'un jour, hein, comme du temps de Mobutu, bakuivre na bisonyo ces alais ko yawa na Kinshasa et qu'il na Matadi et puis expédié. Donc mais si quoi ezako salani na ba cobalt na ba cuivre na ba nino wana nyonso to ezako kende kasumbalesa Zambie etc. Donc ba port ya Zambie na ba nino wana ils sont économiquement bien servis. Tandis que ba cuivre ya ka wali sous-terre. Mais si nous faisons un pont en eau profonde, tous les bateaux qui viennent de l'extérieur pour les importations, pour les exportations, mais c'est-à-dire même le chemin de fer entre Kinshasa et Matadi va être modernisé parce que pour servir le pont en eau profonde, il faut d'abord que le chemin de fer et la route entre Kinshasa et Matadi puissent être en bon état. Nous sommes des développement yamboka, beaucoup de mosala na pas congolais, et puis au profond avec avec la participation des importations qui viennent de l'extérieur, na ba exportation, mais c'est ça qui fait qu'une économie nationale devient très forte et se développe. Merci beaucoup, Alexis Mutanda. Tandis que par la voie que vous parlez là-bas, eh ben, vous allez servir beaucoup plus nos frères. Ce n'est pas mauvais de servir aussi nos voisins, mais la charité bien ordonnée commence par qui? C'est par soi-même. Merci beaucoup, Alexis Mutanda, pour l'entrevue que vous avez accordée. Il faut le signaler que c'est en dépit de vos multiples occupations que vous avez accepté, bien entendu, de nous donner ces temps précieux.
Merci aussi à nos fidèles téléspectateurs, mais aussi aux amis internautes qui nous ont accordé ce temps précieux. Et nous nous fixons un rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com